Alors pourquoi on parle de dialogue turco-arménien aujourd'hui? Parce qu'il règne depuis plus d'une dizaine d'années une confusion dans la société civile, je dirais, la société arménienne. Je ne sais pas du côté turc comment ça se passe, mais en diaspora et en Arménie, il y a des questions qui se posent. Les réponses ne sont pas toujours données et je sens, et beaucoup d'autres que moi sentent, un glissement du terrain où nous nous trouvons dans nos relations avec la Turquie et les Turcs. Alors c'est un sujet extrêmement complexe parce que jusqu'à maintenant nous étions sur le terrain de la revendication. C'est-à-dire la revendication, je ne parle même pas des territoires, mais de la revendication de justice dans un premier temps. Et nous étions donc sur ce terrain de la revendication, et depuis 2001, date fatidique, on s'est trouvé sur un autre terrain, de la société civile, du dialogue entre les sociétés civiles, arméniennes et turques. Alors c'est une catégorie intéressante, le dialogue, parce que c'est une catégorie qu'on ne peut pas refuser. Toute société civilisée doit favoriser le dialogue interne, externe, en tout cas toutes sortes de dialogues. Mais la question est de savoir pourquoi il y a un dialogue, dans quelles conditions on a commencé ce dialogue, dans quelles conditions ce dialogue continue. Je dis quelles conditions, mais à tous égards. Conditions, j'allais dire, philosophiques, politiques, diplomatiques, et voire culturelles. Quand je dis philosophique, c'est un peu culturel aussi, je veux dire, c'est à peu près le même domaine. Alors, j'ai choisi trois parties, trois dimensions de cette question du dialogue entre les Turcs et les Arméniens. Je ne parle pas de dialogue entre la Turquie et l'Arménie ou la Turquie et les Arméniens. Je parle du dialogue civil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dialogue les rencontres entre les Arméniens et les Turcs, les rencontres des différentes catégories socio-professionnelles, les femmes arméniennes, les femmes turques, les avocats arméniens, les avocats turcs, les Arméniens qui font des films avec des producteurs turcs, etc., etc. Donc ne voyez pas dans ce que je dis une condamnation à l'avance, mais j'aimerais partager avec vous une préoccupation sur le glissement que nous vivons aujourd'hui, sur notre conception des relations avec la Turquie, avec les Turcs, notre conception de ce que nous sommes nous, de ce que nous représentons, de ce que nous voulons. Alors j'ai regardé dans le Petit Larousse, une des définitions dans le Petit Larousse du dialogue, c'est une discussion visant à trouver un terrain d'entente. Et c'est la définition la plus proche de la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Quand on parle de dialogue entre les Arméniens et les Turcs, c'est pour arriver à un terrain d'entente. Ce n'est pas un dialogue, une discussion simple. Il ne s'agit pas Il y a une autre dimension du dialogue, c'est la discussion entre deux personnes. Deux personnes parlent, les deux parlent. Eh bien, c'est cette dimension-là, c'est cette définition-là que j'ai prise qui se rapproche le plus de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors donc, il s'agit de savoir quel est le terrain d'entente qu'on cherche avec le dialogue turco-arménien. De nombreux exemples font penser que certains dialogueurs turcs, notamment, c'est-à-dire de Turquie, pensent que le dialogue avec les Arméniens est une négociation. Alors, j'ai un ami qui a été invité plusieurs fois aux États-Unis à des colloques organisés par des universitaires arméniens et qui, à son retour, chaque fois me disait « Je ne comprends pas. Les Turcs que je vois dans ces débats, dans ces colloques, disent vous faites un pas en avant, nous faisons un pas en avant, et on se met d'accord. » Alors il s'agit de savoir quel est le pas que les Arméniens, doivent franchir pour qu'on se mette d'accord avec les Turcs. Parce que si
se pose la question de savoir que tout ça a un sens, tout ça a un objectif, tout ça vise quelque chose, on est bien obligé de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on vise? Pourquoi le dialogue? Est-ce que le dialogue, c'est pour se faire plaisir? Parfois, et je vais y revenir tout à l'heure, parfois c'est aussi pour se faire plaisir. Parfois c'est aussi pour compenser, je pense, un manque qu'il y a aujourd'hui dans la psychologie collective des Arméniens. J'allais dire, je vais l'appeler le manque du turc. Vous faites un pas en avant, nous faisons un pas en avant. Et nous trouvons un terrain d'entente. Est-ce que ce terrain d'entente, c'est le génocide qui nous sépare, qui nous oppose? Est-ce que ce terrain d'entente, c'est le génocide? Ça veut dire quoi? Si c'est le génocide, nous devons faire un pas en avant. Ça veut dire que nous devons faire une concession. Une concession, parce que le dialogue qui rappelle la négociation suppose des concessions. Est-ce que nous devons faire une concession et eux-mêmes doivent faire une concession? Quelles sont ces concessions que nous devons faire? Je pose la question ouverte et je pense qu'on peut en parler tout à l'heure. Dialoguer, c'est parler, et les paroles ont un sens. Si pour certains dialogueurs, l'objectif est de trouver un terrain d'entente sur la réalité du génocide, la demande est fréquente de ne pas employer le terme de génocide du côté turc, de ne pas employer le terme de génocide, et le remplacer par des termes qui relèvent plus de l'affect et des sentiments. Le génocide est un terme juridique, c'est un terme qui a été forgé, donc vous le savez beaucoup mieux que moi, par le juriste juif avant la fin de la guerre, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a eu une définition dans le droit international. Or, la demande des dialogueurs, entre guillemets, venus de Turquie, de ne pas utiliser le terme de génocide et de le remplacer par des termes affectifs est très intéressant. Et on sort ce problème du génocide de son contexte statutaire, de son contexte pas seulement juridique, mais j'allais dire qui est ancré dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, dans l'actualité, etc. Et on en fait un problème de sentiment. Alors, je cite: la douleur des Arméniens est notre douleur. On a souvent entendu des écrivains, des intellectuels turcs dire: nous partageons la douleur des Arméniens. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas de douleur. Le génocide n'est pas une douleur pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Pour moi, pour les Arméniens, ça a été, je veux dire, le génocide, c'est une entreprise d'extermination. On a voulu que je ne sois pas née, mais moi je n'ai pas de douleur. C'est à peu près bientôt 100 ans, mais il ne s'agit pas d'un sentiment. La question du génocide ne relève pas d'un sentiment. La question du génocide relève d'une réalité, et d'une réalité qui s'inscrit dans l'histoire contemporaine, dans la politique et dans le droit international. Alors, d'autres termes qu'on veut utiliser aujourd'hui, les événements, bien sûr, la tragédie. On connaît, avant la reconnaissance du génocide en France, ça a été toute cette série de mots qui ont été utilisés par les différents gouvernements français à l'Assemblée nationale, lorsque je crois que c'est le premier intervenant sur ce sujet, c'était du Colonnet, et chaque année il posait la question, et à chaque année il y avait un nouveau terme qui était employé pour désigner le génocide. Donc c'est ces termes-là qui sont repris aujourd'hui avec les dialogueurs. Les massacres, le déplacement des Arméniens de l'Empire ottoman. Et puis, le comble et le mot le plus extraordinaire qui a été inventé ces dernières années, c'est le G-word, le mot G. Pour ne pas dire génocide, on a inventé le mot G avec une majuscule. Alors cette vision relativiste
fait du génocide un objet de tractation, interprétable à souhait, une question discutable, négociable, ayant pour aboutissement la possibilité de trouver un terrain d'entente, dans le but avoué de trouver une sortie honorable pour la partie turque. Alors je vais m'arrêter 2 secondes sur la sortie honorable de la partie turque. Alors on dirait que nous trouvons, quand nous dialoguons avec les Turcs qui sont encore dans cette position, et la majorité est encore dans cette position, la majorité des dialogueurs, je veux dire, aujourd'hui est dans cette position. Il y a très peu de gens en Turquie qui utilisent le terme de génocide. On dirait qu'on se trouve dans une sorte de négociation. Et dans toute négociation, vous savez qu'il y a des règles pour aboutir à une négociation, en une solution réussie. Il faut que la négociation soit win-win. Hein, c'est le terme qui est traduit en français, gagnant-gagnant. C'est-à-dire les 2 parties doivent être gagnants à la sortie. Alors tout dépend de ce qu'on entend gagnant, bien sûr. Si on considère que faire reconnaître le génocide de la part de la Turquie ou de la partie turque signifie que la Turquie est gagnante, enfin, que la Turquie gagnera en reconnaissant, effectivement, là c'est admissible. Mais quand on dit gagnant-gagnant, c'est pas le terme employé, c'est moi qui emploie ce terme. On veut dire qu'il faut respecter la dignité et les convictions de l'interlocuteur turc. Alors la dignité, parce que c'est un grand pays, parce que c'est un pays qui accorde d'ailleurs beaucoup d'importance à son identité nationale, nationaliste, etc. Et les convictions de l'interlocuteur. Alors les convictions souvent empreintes de nationalisme, voire même d'ultranationalisme. Alors j'ai plus en tête le titre du livre de Michel Marian avec Ahmet İnsal. Dialogue sur le tabou turc. Voilà, dialogue sur le tabou arménien. Pardon, dialogue sur le tabou arménien. Et là, Michel Marian, donc le livre relate le cas emblématique de l'écrivain Ahmet İnsal, intellectuel turc brillant, francophone, médiatique, qui tente d'expliquer son refus du terme génocide comme une émanation, comme provenant de son éducation nationaliste, dans une famille nationaliste, kémaliste, etc. Voilà, donc nous nous trouvons dans ce cas